Salut tout le monde, heureux Brian, j'imagine que tu vas toujours bien. Toujours, toujours. On est là pour discuter du main event de l'UFC 290, Yair Rodriguez, le champion intérim qui vient challenger le champion en titre et champion de durée maintenant, Alex. Incontestable. Ouais, non pas incontesté justement. La définition de incontesté, c'est qu'il n'y a pas de champion intérim. Ah, Ah, incontestable. incontestable, on va dire. Jusqu'à peut-être samedi, on verra. En tout cas, c'est très bien parce qu'on va directement parler de ça, les côtes de Paris. On va commencer sur les chapeaux de roue. Je pense pas qu'on ait besoin de faire l'historique de Volkanovski et de Yair Rodriguez. Ils sont suffisamment connus, on connaît leur carrière jusqu'à aujourd'hui. Mhm. On va probablement aller piocher des combats clés. Mais les côtes de Paris, moi personnellement, je peux comprendre, mais elles m'ont quand même tout de même un peu choqué. Volkanovski, le champion, a ouvert à 1,2 et il est à 1,25 maintenant, donc ultra favori. Yair Mhm. Rodriguez a ouvert donc à 4,75 et est maintenant à 4,33, ce qui Mhm. signifiait qu'on était plus ou moins sur du 80-20 et on commence à tendre vers du 75-25. Euh, Moi, ça me semble, je peux comprendre parce que Volkanovski est vraiment un monstre, mais ça me semble quand même légèrement exagéré. Je sais pas ce que toi tu en penses. Moi, j'ai pareil, sans regarder les codes de Paris, j'ai mis un 70-30. Ok. Mais peut-être que j'ai été généreux vis-à-vis d'hier, j'en sais rien, tu vois. Mais moi, j'étais sur un 70-30. Je sais pas. Ouais, donc tu trouves ça quand même légèrement exagéré parce qu'on part d'un 80-20 grosso modo. 10%, c'est pas rien. Euh, ça s'est ouvert à combien? À 1,2 pour À Volkanovski, donc 80-20, ça s'est ouvert? Non. ouais, ça s'est ouvert vers 80-20 quoi. Et Oh. donc là, il y a un peu d'argent qui rentre sur l'underdog et ça commence à se resserrer très légèrement. Hmm. Ouais, non, je pense que ouais, 75-25, je pourrais voir. Là, tu vois, j'ai mis 70-30 comme ça, mais je pourrais mettre un 75-25, ça reste pas déconnant du tout. Ouais. 80-20, chut. Après, tu vois, je pense que c'est aussi en fonction sur les codes de Paris, ils se disent ouais, si on met pas une vraie cote, il y a rien qui va rentrer sur Yair, tu vois. Ouais, tu crois que c'est le genre de cote où ils se sont dit, allez, on va. Ouais, il faut faire. Là, c'est de on- l'argent qui rentre des types qui sont appâtés par le gain, tu vois, qui sont dans. Hmm. Vas-y, j'ai une chance sur 5, je me fais vraiment blinder de thunes, Mhm. j'y vais, tu vois. Ouais, Ils parce sont que prêts. honnêtement, c'est le réflexe que j'aurais eu, tu vois. C'est pas que je suis un gros parieur assidu, mais quand tu vois un 80-20, ça me semble tellement disparate que j'aurais bien dit, bah, tu sais quoi, moi je vois des chemins vers la victoire pour Yair, je vais mettre ma Mhm, petite pièce et c'est comme ça que ça mhm. équilibre. Et comme ça équilibre, bah, ça va donner de l'attrait aussi à mettre sur Volkanovski. Et c'est peut-être ça qu'ils ont visé. Ils ont peut-être visé à avoir des variations qui, Ouais. à un moment, ben, ça se resserre trop et donc ça rentre sur Volkanovski, donc hop, ça s'écarte, puis Mhm. ça rentre sur Yair à des moments qui les intéressent en fait. Ouais. Ouais, je pense qu'un 70-30, je pense que il y aurait eu trop de gens à mettre sur Volkanovski, tu vois. Hmm. Donc sur les codes de Paris, non, c'est pas déconnant. Euh, je pense que la réalité se rapproche plus d'un 75-25 ou d'un 70-30. Toi, tu avais mis quoi, toi? Moi, j'étais même plus entre ouais, vers 70-30, voire même tendre un peu sur un 65-35. Je sais que Ah ça peut ouais. choquer, mais je sais pas. Le Mexique, pour l'instant, il y a un truc. Donc Et, pour il y a. reprendre un petit peu, attends, juste pour Ouais. reprendre sur les codes de Paris, donc on est sur les pourcentages. Sur 10 combats, tu pourrais voir, enfin sur 10 combats, sur Dix- Ouais, 10 13 scénarios. combats, non, sur 13, combien ça fait? Sur 20 combats, tu verrais 13 fois, euh, 13 fois Volka l'emporter et 7 fois euh, Yair l'emporter. Allez, 13 et demi, 6 et demi. Non, j'ai multiplié par 2 pour que ce soit des chiffres ronds. Je vais pas dire 6 fois et demi, tu le vois emporter. J'ai pas dit 65-35, j'ai dit 70-30 qui Ah, commence à 70-30, donc tendre, tu le vois qui 7 commence fois. à tendre, ouais, peut-être avec un peu moins, tu vois, peut-être un Hmm. 68-32, tu vois. Donc sur 10 combats, tu vois 7 fois Volka et 3 fois Ouais, Yair.
Rien qu'en Ouais. disant ça, moi je me dis que 70-30, je suis peut-être un peu trop généreux, tu vois. Toi, tu verrais plutôt 75-25, quoi, du coup. Ouais, sur 10 combats, si on dit, ouais, il y a 10 univers différents, il y a 10 combats qui se passent, non, je mettrais un 80-20. Je verrais 8 fois Volcan l'emporter, 2 fois Yair. Ok. Ok. Ouais, ça va être Donc, une discussion intéressante, du coup. Ça va être très intéressant parce que, en fait, moi, c'est juste que en fait, là, pour ce coup-là, je n'aime pas, je n'aime pas traduire ça en 10 combats. A gagne X fois et B gagne Y fois, parce qu'en fait, c'est plus les inconnus euh, qu'on va repérer pendant l'affrontement qui me mettent un doute à hmm. l'avantage de Yair. Je vais essayer d'exprimer ça pendant le podcast, mais je pense que les gens vont assez vite comprendre. Est-ce que Juste ouais, avant, sur 10 combats, c'est pas genre ils en font un, puis un deuxième, puis un troisième. On imagine il y a un multiverse, hein. multivers, ouais, ouais, Ok? Et que dans chaque truc, ok, d'accord, ça. ouais, non, mais c'est bien ça. Mais en fait, moi, je dirais que ouais, les pourcentages de chance peuvent se traduire soit par justement ce coup du multivers Mhm. avec physique quantique, hein, où dans deux situations identiques à l'instant T peuvent avoir un résultat différent Mhm. voilà par rapport pour un combat par exemple. Euh, mais les codes peuvent aussi être définis sur certains doutes que tu ne repères que au moment du combat et qu'en tant qu'analyste tu ne peux pas Mhm. détecter. Mhm. Ici notamment la vitesse de Yair et la gestion de la distance de Volkanovski. Je sais pas trop comment C'est ça va imbriqué. s'imbriquer en fait, et c'est Mhm. ça qui ça me rassure pas dans le 80-20 à l'avantage de Volkanovski, et ça me donne envie de donner plus de chance à Yair, mais peut-être qu'après 1 minute 30 de combat, je vais être là en disant ouais, ok, le 80-20 est complètement justifié. Il y a vraiment cette Mhm. possibilité, c'est juste que j'ai besoin de voir le début de combat pour me faire une meilleure idée, et là je trouve que on laisse peut-être pas assez de chance à la capacité à Yair de surprendre Volkanovski. Euh, Parlons bah, des profils. Comment est-ce que tu définirais Yair Rodriguez? Comment je définirais Yair Rodriguez? Je dirais que c'est un combattant très talentueux, très généreux, Mhm. euh, très instinctif, tu vois. Moi, j'aime beaucoup, hein. Je pense qu'on est nombreux à beaucoup aimer son style et, et aimer, enfin voilà, aimer sa manière de combattre. Donc, comment je pourrais le définir? Alors, il est excellent, il a une sorte de striking et un peu de taekwondo avec des jambes extrêmement puissantes, tu vois. Il est capable de changer de garde, de gérer à distance. Il est très opportuniste sur les soumissions. Voilà, donc ça c'est vraiment le profil général que je vois chez lui, tu vois. Mhm. Et il n'a pas peur d'aller sur son dos. Il a montré qu'il était excellent aussi depuis sur son dos, tu vois. Et très bon cardio, je trouve. Enfin, Ouais. ouais, bon, très bon. Mentalement, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il a quand même bien évolué sur l'aspect mental. Très bien. On avait des questions, tu sais, à l'époque, moi je parle de ça il y a quelques années, hein, où il a Ouais, failli quand se il a faire. combat contre Frankie Edgar, par exemple. Ouais, mais même avant ça, en fait, dans le mental, c'était plus genre, il esquivait certains Mm. combats. Tu te rappelles de cette Ah, histoire-là? Zabit, notamment. Il avait failli se faire cut de l'UFC parce que il avait Ouais. fait un peu languille sur certains combats. Il voulait choisir ses combats et tout. Mm. Et enfin voilà, tu vois, entre un gars qui dit, moi je prends tout le monde à la BSD, et un gars qui dit, oh, moi je prends pas lui, mais plutôt lui, tu vois. Ouais. C'est plus mentalement, tu vois, que Mm. ça peut me poser question, ou sa réaction quand il a mis le doigt dans l'œil, tu vois. Ah, Jeremy Stephens. Jeremy Stephens, tu vois, c'est à un moment donné, gestion de la frustration, tu vois, ce genre de choses comme ça, Ouais. qui pourraient me questionner. Mais voilà, il est excellent, et puis il adapte bien son combat, donc on l'a vu, hein, sur certains de ses combats où le premier round est difficile, et Mm. puis dans le deuxième, il nous déroule vraiment, vraiment, enfin, il déroule quoi à son style. Donc contre Josh Emmett, pour moi, c'était vraiment ça, quoi. Ouais. Le temps de prendre ses marques, il se fait un peu toucher au début, deuxième round, c'est parti, tu vois. Donc, Ouais. voilà pour le définir.
Bah écoute, je vais rebondir peut-être sur l'aspect mental. C'est vrai que j'avais un peu oublié cette grande période d'esquive pour lui. Il était Mhm, encore jeune, hein. Aujourd'hui, il a 30 ans, donc cette période-là, il avait peut-être quoi, 26, 27 ans. J'ai mhm, l'impression que là, son mental est quand même s'est fructifié. On l'a vu un peu dans son combat contre Max Holloway. Il est allé, il est vraiment allé à la guerre. Il est resté dangereux dans le combat. Il est revenu contre Josh Emmett dans une situation assez chaotique et difficile en se faisant sonner. Donc, Il est revenu contre Chan Sung Young aussi, faut pas l'oublier. oh oui, oh oui, bah oui, C'était du gagner. n'importe quoi ce combat, mais bon bref. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, j'avais complètement oublié, c'est vrai que contre Corinne Zombie, c'était aussi en 5 rounds. Donc il a cette expérience sur 5 rounds, que ce soit contre Max Holloway, contre Corinne Zombie. Et bon, Josh Emmett, c'est pas le 5e round, mais il y avait une préparation sur 5 rounds. Et là, il est de nouveau Ouais, préparé sur 5 rounds. Donc on peut vraiment partir du principe qu'il sera capable de tenir les 5 rounds, même si Volkanovski semble inébranlable sur 5 rounds c'est depuis peu. clair. Parce que Volkanovski, avant, il avait vraiment un très très bon cardio sur 23 minutes, notamment contre Brian Ortega. Hein. Contre Brian Ortega, 23 minutes de quasi totale domination, sauf quand il se fait surprendre. Et puis c'est sur les 3 dernières minutes où il y a complètement du laisser-aller. J'ai l'impression que Volkanovski a travaillé là-dessus et que maintenant il est vraiment compétent sur les 25 minutes. Ouais, du côté de Yair, je te rejoins sur sa description. Il y a vraiment ce côté vitesse, moi, qu'il faut souligner. Il est ces jambes partent à une vitesse incroyable Mhm, et l'amélioration de son anglaise aussi. Je trouve ouais. que son anglais s'est vachement amélioré par rapport à avant. Et maintenant, je dirais qu'avant, il faisait que dans le peu orthodoxe. Il essayait que des techniques folkloriques. Et à un Ouais, moment, ça fonctionne hors top 15. Et puis quand tu rentres contre du gros niveau, bah, ça fonctionne plus. Notamment Frankie Edgar qui a complètement su gérer ça. mhm, Et il a peaufiné son jeu en se disant, bah, tu sais quoi, je vais travailler sur certaines combinaisons très simples et ça va me permettre de cacher un peu mieux mes combinaisons auxquelles on s'attend le moins. mhm. Et ça fonctionne mieux. Son jeu est beaucoup plus construit maintenant. Donc voilà, ça c'est le petit ajout. Du côté de Volkanovski, euh, bon, la base de la base, extrêmement complet, extrêmement intelligent, extrêmement discipliné. Euh, un point morphologique qu'on souligne trop rarement et qui est pourtant très important. Il est petit, mais il a une super longue allonge. Il aura la même allonge que Yair Rodriguez. Donc ça peut perturber, je pense, quand tu es face à quelqu'un de plus petit, mais qui est capable de te toucher à la même distance. Mhm. Et ici, ça peut s'avérer important. Gestion de la distance assez incroyable et capacité de stratégiser un combat qui est énormissime. Et je rajouterai un tout petit élément qui pour moi a beaucoup d'importance maintenant, l'apport Craig Jones dans son, dans son jeu et son évolution. Le côté pile électrique, le côté envoyer beaucoup d'informations, capacité Mhm. de lire les réactions de son adversaire pour capitaliser dessus, savoir quoi faire au bon moment, l'approche Georges Saint-Pierre du MMA. Voilà, je Mhm. pense que c'est une bonne façon de décrire. Et un système anti-grappling historique. Je pense que j'avais entendu pas mal de rumeurs avant son combat contre Islam Makhachev de gens qui disaient ouais, quand il était au Tiger Muay Thai, il se faisait soumettre à gauche, à droite. Euh, et je pense qu'il se faisait soumettre vraiment à l'entraînement parce qu'il était dans des séquences de grappling pur. Mais dans son jeu MMA, il a vraiment un système anti-grappling où il va chercher à se posture, à vraiment, même dans la garde, être hors de zone de danger des, des soumissions. Il va beaucoup utiliser le grand endpoint pour perturber les grappleurs. Il va beaucoup chercher les amener au sol à la cage pour bloquer les mouvements de hanche. Donc il y a ça aussi. Je pense qu'il y avait eu beaucoup de rumeurs avant le combat contre Makhachev. Ah non, il va se faire soumettre parce que il se fait soumettre à la Tiger Muay Thai. Mhm. Voilà, le mec a survécu à 2 soumissions de ouf de Ortega. Il a survécu assez longtemps avec Islam Makhachev dans son Dans le dos. dos. J'ai du mal à voir l'opportunisme de Yair Rodriguez surprendre Volkanovski au sol. On va faire une petite parenthèse sur le fait de... Ah, il se fait tout le temps soumettre à l'entraînement. Mm. Donc, il y a Tanner qui disait, là, comme ça, qui avait posté un petit truc en disant que euh, il y a pas d'intérêt à gagner des rounds ou des combats à l'entraînement. Le vrai champion, il gagne ses rounds au En championnat, combat. tu vois. Mm. C'est le plus important. On se rappellera uniquement de toi sur la finale d'un championnat que tu as gagné et non pas parce que tu as étranglé machin qui revient du boulot et qui fait son entraînement à 18 h et c'est cool pour toi, tu as mis une clé de cheville, il était fatigué, son gamin a pas dormi de la nuit, tu vois. Ça,
Tu vois, ce genre de dynamique, c'est très intéressant. Donc, l'entraînement, c'est l'entraînement, le combat, c'est le combat. Et deux, si tu pars du principe que tu te fais jamais soumettre à l'entraînement, il faut que tu te poses la question, est-ce que tu t'entraînes avec des gars suffisamment forts pour pouvoir travailler ta défense au plus proche de la soumission, tu vois? Mm. Si tu es toujours en train de bosser et que tu es toujours au-dessus, et que tu jamais ce moment, tu vois, d'un mec qui est plus fort, qui va avoir des solutions, des avances sur toi, tu peux pas prévoir ce qui se passe après. Et ça fait, pour donner un exemple, hein, ça fait écho, moi, quand j'avais perdu contre Topuria, ce qu'il a proposé après, donc on avait beaucoup travaillé la défense, j'avais bossé avec un gars qui était bien moins fort techniquement Mm. que ce que j'allais rencontrer, et qui n'avait pas ces étapes d'après. Donc j'arrivais à Ouais. défendre jusqu'à un certain point, j'étais plutôt confiant sur mon truc, sauf que il n'avait pas les étapes d'après. Et donc si Ouais. tu as quelqu'un qui a ces étapes d'après, tu peux les prédire et les prévoir aussi. Ouais. Et donc je pense que il y avait aussi comment il s'appelle le judoka là qui a jamais été champion meilleur judoka le brésilien à Demian l'UFC. Maia? Ouais, Demian Maia qui disait comme ça que lui le problème c'est qu'il avait sa propre académie, qu'il avait pas de gars au-dessus de lui. Il Mhm. se mettait dans des situations extrêmes. Ouais. Genre, vas-y, tu prends l'étranglement, tu passes ta main et je dois survivre de là, tu vois. Ouais. Et alors, bon, bah voilà, à partir de... le mec, peut-être qu'il se faisait étrangler sur 10 fois, il se faisait étrangler 8 fois, mais il y avait 2 fois, il réussissait à sortir et il comprenait un petit peu les mécanismes qui lui Mhm. permettaient. Et d'où ça fait quoi avec ce que tu dis avec Ortega? Peut-être qu'il s'est retrouvé 10, 15, 20 fois dans cette guillotine à l'entraînement et tout, et plutôt que de taper rapidement en se disant oh putain c'est la première fois que je me retrouve là-dedans, d'habitude les gars ils arrivent même pas à me prendre la tête parce que je suis trop fort, et bien là il avait toutes les informations. C'est marrant que tu aies pris l'exemple d'Emian Maia parce que pendant que tu parlais, j'allais juste rebondir en donnant l'exemple Gordon Ryan qui lui aussi est le genre de personne qui va rarement se faire mettre en difficulté à l'entraînement si on commence en 50-50. Donc, Ouais, quand je dis 50-50, c'est pas 50-50 de jambes, c'est ouais, ouais, dans des situations où identique, même identiques. position. Ce que Gordon Ryan fait, et John Danaher insiste beaucoup là-dessus, c'est Hmm. Gordon Ryan laisse littéralement l'autre avancer de position très très loin jusqu'à vraiment engager la soumission et commencer à travailler à partir de là, ce qui lui permet, comme tu Hmm. dis, de simuler, bah voilà, si quelqu'un dans un combat arrive à passer toutes ces étapes jusqu'à celle-ci, donc laquelle je me retrouve jamais à l'entraînement, si je ne laisse pas mes partenaires y parvenir, ben Hmm. moi, ça te permet de travailler ce genre de scénario. J'en ai beaucoup parlé avec Aldric sur nos podcasts. Le but du MMA aussi, c'est de euh, limiter le nombre de situations inconnues face Hmm. auxquelles tu feras face pendant un combat. Ouais, Donc tout à après fait. cette longue parenthèse, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le profil de Volkanovski? De Volca, non, non. Moi, ce que j'aime bien chez lui, bah, comme tu l'as dit, c'est qu'il est très complet. J'aime bien comment il bosse avec ses blitz, Hmm. sa capacité notamment sur les low kicks, les calf kicks, et comme tu le dis, hein, s'il repère une faille, il va investir dedans. Euh, donc des fois, peut-être que certains trouvent que le combat est moins généreux entre guillemets, tu vois, parce que, enfin, moi, je trouve qu'il est généreux entre guillemets, Mhm. mais, Moi mais aussi. moins qu'un Yair, hein, par exemple, Oui, ouais, bien sûr, bien euh, sûr. moins spectaculaire, etc. En tout cas, ouais, c'est comme un Georges Saint-Pierre, c'est vraiment le top. Ouais, c'est vraiment le top. On parlait de source d'inspiration pour Moreno, mais lui, en termes de sportivement parlant et stratégiquement parlant, c'est le top, quoi. Moi, c'est un truc de fou. Avant son combat contre Chad Mendes, j'étais vraiment genre, ah, il va pas le passer. Chad Mendes, c'est comme Volkanovski, meilleur que lui partout, tu Exactement. vois. Ouais. Et il m'a choqué contre Chad Mendes. Et c'est seulement, donc ça c'est rare, enfin rare, je vais pas dire rare, mais c'est seulement à partir de ce moment-là que j'y ai cru pour Volkanovski, alors qu'il était déjà avancé dans sa carrière, tu vois. Ah ouais, 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 non, t'as raison. Il a connu une progression constante. Il était déjà très fort, mais il a vraiment connu une progression constante jusqu'à Mhm. devenir incontestablement le pound for pound numéro 1. Hein. Ouais, tout à Euh, fait. un truc que tu as dit, c'est vrai que j'ai oublié de le souligner, et là on va peut-être un tout petit peu insister dessus, pardon, parce que ça va être important dans ce combat selon moi. Ses blitz sont très bons. Et son travail en shift aussi, je dirais qu'il a une très bonne capacité à venir jouer au hand fighting de par Mhm. sa grande allonge et capitaliser là-dessus. Il a fait un truc contre Ortega qu'il avait fait aussi contre Makhachev
où il vient contrôler une main avec sa main arrière. Mhm. Puis il switch et puis il balance son bras arrière dans l'axe et puis il vient crocheter le bras qu'il Ouais. contrôlait. C'est quelque chose qu'il a utilisé face à deux gros profils quand même, Ortega et surtout Makhachev, qui est bien passé. Donc, Mhm. j'aime bien le fait que tu soulignes ça parce il a une réelle capacité à couvrir de la distance sans que ça paraisse explosif. Je sais pas si tu vois exactement ce que je vais exprimer. Tu vois, il a un peu ce côté pile électrique, semi-explosif, mais bon, pas de là à faire des step-in comme Robert Whittaker, par exemple. C'est pas aussi rapide et explosif. Par contre, il a vraiment cette capacité à se À casser, rapprocher, ouais. à casser la distance sur des moments opportuns où son adversaire n'est pas positionné pour pouvoir contrer. Mhm. Par contre, maintenant j'y pense, point d'attention, gros point d'attention pour moi. Volkanovski, euh, il se fait surprendre dans pas mal de combats, tout de même. Il se fait surprendre, il prend un knockdown contre Islam Makhachev. Il se fait salement surprendre par Brian Ortega. Il s'est fait surprendre dans le premier round du deuxième combat contre Max Holloway. Donc il y a quand même plusieurs moments dans différents combats Mhm. où ça peut se jouer de peu. Et ses adversaires n'ont pas réussi à complètement capitaliser sur ces moments. Mais face à quelqu'un d'opportuniste, alors tu diras un Brian Ortega, c'est la définition d'opportuniste. Mhm. Mais voilà, face à quelqu'un comme d'opportuniste comme Yair Rodriguez, c'est pour ça que je lui donnais plus de pourcentage à Yair Rodriguez. Je peux voir des moments où il le surprend et il capitalise dessus. Ouais, c'est vrai. Mais Parce que écoute, c'est déjà arrivé. en disant ça, c'est vrai que je peux comprendre, ouais, que la cote de Paris puisse se resserrer. Je peux te comprendre là-dessus. Surtout que tu parlais de la vitesse. Moi, j'ai noté aussi avec Yair que, au-delà de ses kicks, il a des genoux en contre qui pourraient faire extrêmement mal, tu vois. Mhm. Et quand tu mets les deux entre un gars qui va être ici, distance, distance, et un gars qui va rentrer avec des shifts, tu vois, vouloir envoyer le bras arrière, puis shifter pour à nouveau remettre un bras arrière, même si c'est pas à la tête, oh, tu prends un genou dans le torse, tu vois, au niveau des côtes et tout, ça te refroidit, hein. Ça peut bien te refroidir, tu vois. Ouais, mais Donc, d'ailleurs, c'est comme ça le knockdown de Islam Makhachev, c'est sur un shift. Hein. Et Jack ouais, je Sack en parle pense. souvent. Quand tu es face à quelqu'un qui shift, il y a un moment où ses deux jambes sont l'une à côté de l'autre. Et donc ça crée la position T, hein, comme on parle souvent, au Mhm. moment où tu as une frappe qui est perpendiculaire au positionnement de pied, ben, automatiquement le gars il a plus de pied à l'arrière, donc ça va vite tomber. Ouais, ouais. L'exemple que Jack Sack utilise tout le temps, c'est le KO de John Dodson sur TJ Dillashaw, qui est un switcher. Mhm. Donc sur un bon timing, tu peux vraiment surprendre quelqu'un qui switch. Et ouais, ouais, tout à fait, ouais. Et donc ça, je pourrais le voir. Je pourrais voir ce genre de truc. Alors, comme tu dis, entre quelqu'un qui peut se faire surprendre et quelqu'un qui est opportuniste et qui peut avoir des très bons contres, ça pourrait bien se mélanger, clairement. Enfin, bien se Mm. mélanger. À l'avantage de Yair. Ouais. Alors, parlons stratégie. Je pense qu'on a fait le tour des profils. Mhm. Stratégiquement, je vais te lancer sur une question plutôt que te demander bêtement qu'est-ce que tu mettrais Ouais. en place comme game plan. Est-ce que ce serait une énorme erreur de la part de Yair Rodriguez de venir pour gagner à la décision? Hmm. Ouais, je pense, hein. Moi, c'est vraiment ça. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à voir Yair gagner C'est round. l'entièreté Non, des ouais, je suis minutes. d'accord. En fait, comment exprimer ça? Je vois un Volkanovski prendre les minutes. Je Ouais, vois un Yair prendre certains moments. Alors, on ouais, a tout à déjà fait. parlé. Quand tu dis ça, une erreur que je faisais beaucoup en tant qu'analyste à l'époque, c'est je considérais que si tu vois un gagner les minutes et l'autre les moments, ben, automatiquement, si ça va à la décision, c'est celui qui gagne les minutes qui va l'emporter. Hmm, Et c'est hmm, faux. hmm. Parce Ouais. que de temps en temps, des grands moments Hmm, peuvent prendre le dessus sur la gestion des minutes hmm, aux hmm, yeux des juges. Donc, mais, d'un point de vue stratégie, tu peux pas, en tant que combattant élite, te dire mes moments vont suffire pour gagner la décision. Si t'es pas un combattant qui va prendre les minutes face à ton adversaire, pour moi, tu dois aborder le combat vraiment avec un esprit de j'ai besoin du finish. Je sais pas, je sais pas. En sachant ça, c'est vrai que on a eu un. Ouais, je sais pas. Je pense que c'est
tu peux venir en cherchant les moments, mais en fait, les moments, c'est vraiment quand tu te rapproches de finir le combat. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc tu vas reculer, tu vas être un peu sur la défensive, et l'autre il va te suivre, il va envoyer des petits jabs, etc., qui font pas forcément beaucoup de dégâts, et il suffit d'envoyer une patate, le gars est un peu touché, et une au corps, et puis ça repart dans la même dynamique, donc tu auras mis 2 coups, l'autre il en aura peut-être mis 10 ou 15, et c'est toi qui Mhm. vas emporter ce round-là. C'est vrai que c'est risqué, quoi, c'est risqué comme stratégie, quoi. Ouais. C'est risqué, mais après voilà, ça peut payer. Pour moi, Yair, il doit venir pour finir ce combat, hein. Ok, on est Et je d'accord. pense qu'il viendra pour ça aussi, tu vois. Ouais. Je pense qu'il a son pourcentage de chance, ça va être vraiment de capitaliser sur l'opportunisme, sur les contres, Mhm. sur la lecture de jeu, quoi. Ouais. Alors, j'ai une deuxième question stratégique. Yair Rodriguez étant capable de vraiment combattre qualitativement dans les deux gardes. Volkanovski aussi, il est capable de shifter, de Mhm. switcher, mais c'est plutôt en droitier. Il a plutôt une prédominance en droitier, il va plutôt aborder ses combats en droitier. En tant que Rodriguez, est-ce que tu travailles plus le combat en garde fermée ou en garde ouverte? Moi, C'est une question personnellement, intéressée parce que j'ai ma réponse personnelle, mais je voulais voir si tu avais un avis dessus. personnellement, je travaille en garde ouverte et je le vois se mettre en gaucher. Mhm. Ça lui donne l'avantage d'avoir une bonne visibilité sur la droite, Ouais, la frappe arrière euh, Volk. la frappe arrière de Volkanovski. Ça lui permet d'avoir les genoux qui peuvent arriver, donc quand il va shifter, le corps bien, bien comme il faut. Et en termes de défense, de lutte, euh, donc on va imaginer, il est en garde ouverte. Idéalement, moi je suis Volka, je vais envoyer ma droite et je vais chercher ma gauche par-dessus l'épaule vu qu'il sera gaucher, tu vois. Et après cette gauche, pouvoir aller connecter au corps. Et donc, à partir de là, hier, il doit être préparé à, depuis sa garde de gaucher, si ça rentre pour aller au corps, de repasser en droitier pour créer de l'espace et pummeler, tu vois, Mhm. et rentrer son underhook. Donc, je verrais plutôt gaucher, ouais, clairement. Droitier, il y a les low kicks. Franchement, moi, je suis Volka, il se met en droitier, je le punis Ouais. avec les low kicks, et, et je rentre pour le mettre au sol, tu vois, ou à la cage, Mhm. quoi. Ouais, Single leg ou des ben, trucs comme ça. je suis ultra content parce que tu es du même avis que moi et en plus de ça, tu as davantage élaboré l'aspect défensif pour Yair Rodriguez et moi Mm, j'avais plus l'aspect offensif en tête. Les séquences en garde ouverte entre Islam et Volkanovski, on a un Islam qui a quand même percuté plusieurs fois avec un middle kick. ouais, Et les middle kicks de Yair Rodriguez, on a vu ce que ça faisait c'est contre Josh violent. Emmett. On a vu avec BSD le week-end passé les dégâts que ça pouvait faire, même si le gars défendait. Je crois que voilà, Yair Rodriguez n'a pas à rougir non plus de ses middle kicks. C'est vraiment des battes de baseball. Mm, Et donc je pense qu'offensivement, il peut vraiment vraiment capitaliser là-dessus. En termes de low kick, en plus, c'est ça aussi que j'avais noté, c'est en garde fermée. Euh, Volkanovski, il est vraiment bon pour enfin pour développer son jeu sur ses low kicks, mais mm, aussi sur ses feintes de low kick pour suivre avec parce que ça Volkanovski c'est incroyable quand il feinte son low kick, ça lui permet vraiment de mettre sa hanche droite vers l'avant et générer des mm, jabs très puissants. J'adore quand il fait ça contre allez Holloway. C'est incroyable l'utilisation de cette feinte de low mm, kick qui lui permet d'entrer en anglaise. Par contre, Yair Rodriguez a aussi un très bon système avec ses low kicks en garde fermée. Il va envoyer plusieurs low kicks, puis il va feinter son low kick pour partir avec son high kick de la jambe avant. Ça a très bien fonctionné contre André Fili. mm. Je crois que ça a fonctionné aussi contre d'autres personnes, mais pas jusqu'au finish. Donc, ça peut être intéressant que ça se passe en garde fermée, mais je pense que là où Yair a le plus de chance, ce Mm. serait en garde ouverte. Et alors, il y a un truc qui, tu vois, là, on parlait sur les middle, etc., sur la garde ouverte, sur la jambe arrière. Euh, Yair, pour moi, c'est vraiment un excellent kicker. Et je pense qu'il pourrait avoir une ouverture avec en gaucher, hein, avec sa jambe droite, en contre. Donc ça, c'est un truc que moi, j'exploitais pas, parce que je la connaissais pas, et que je suis pas non plus des plus souples, mais j'ai un ami que tu connais, hein, Mathieu, hein, qui faisait Ouais. partie de l'équipe de France de taekwondo, qui me disait, ouais, quand t'es en garde ouverte, ta jambe avant, tu peux la monter pour contrer, tu vois. Et je dis, ouais, mais il y a l'épaule, il faut que je passe au-dessus de l'épaule, je suis pas assez souple. Il dit, non, non, t'attends juste quand le gars va shifter pour envoyer sa droite.
la tête devient accessible. Et c'est là où tu fais ton retrait et hop, tu mets la jambe avant dessus, tu vois. Et donc ça, c'est des petits trucs, des techniques bien particulières et secrètes de gars du taekwondo comme ça, qui, euh, qui font pas chercher la puissance, mais ils attendent que tu sois ici. Au moment où tu tournes, même si tu restes dans ta garde, hein, au moment où tu tournes pour mettre ta droite, boum, ton visage est ouvert et en garde ouverte, tu mets ta jambe gauche, paf, pile poil dedans. Hmm. Et toi, t'aimes bien parler du fait que tu as deux forces qui se rencontrent. La collision, Tu ouais. dis, hein, la collision. Tu diminues ta puissance, en plus c'est une jambe avant, donc tu fais un retrait, tu claques avec ta jambe avant, mais comme le gars vient de tourner sa tête, pop, collision, il s'y attend pas parce que c'est vraiment... Et malgré mon manque de souplesse, j'ai réussi à le placer, tu vois, en sparring de temps en temps, tu vois. Ouais. Et ça fonctionne très bien, ça fonctionne très bien. Donc ça pourrait être aussi, pour ça que la garde ouverte me plaît bien, ça pourrait être aussi une solution. Ouais, et en fait, c'est ce type de discussion qui est très intéressante parce que, comme je l'ai dit, moi, je vois plutôt Yair. Enfin, si je donne des pourcentages à Yair, c'est plus sur des moments précis. Donc, Mhm, pour moi, Yair, il doit pas spécial. Il doit. Attends, j'ai essayé d'être plus clair. Sur notre podcast, on parle souvent de deux types de stratégies. Il faut aborder les deux. Tu as la stratégie d'approche et puis tu as la stratégie technique. Tu dois avoir certaines combinaisons, certaines techniques qui sont en place pour justement capitaliser sur des moments. Et tu dois aussi avoir ta stratégie d'approche. Est-ce que je mets la pression? Est-ce que je travaille en gaucher comme on vient d'en parler, etc., etc. Pour mhm, moi, Yair Rodriguez doit davantage investir dans une stratégie de technique que mhm. dans une stratégie d'approche. À Ouais. l'inverse, Volkanovski doit davantage capitaliser dans une stratégie d'approche que dans une stratégie de technique. Pas pour dire que c'est du 100-0, mais dans la plupart des combats, tu vas peut-être être plus proche de 50-50 ou 60-40. Ici, on est plus sur du Mhm, 70-30 pour moi. Yair doit investir 70% dans des techniques et 30% dans son approche. mhm, L'approche, notamment être en gaucher. Et Volkanovski, 30% de technique, notamment comme tu l'as dit, hein, venir envoyer son bras arrière, shifter pour venir connecter avec un body lock, mais il doit plus capitaliser sur son approche. Et donc ici, j'aime bien parce que tu viens de donner, par exemple, une technique qui permettrait de gagner un moment et peut-être de capitaliser sur ce moment. Et comme je mhm. l'ai dit plus tôt dans le podcast, Volkanovski s'est déjà fait surprendre dans plusieurs combats différents Ouais, et même ouais, des ouais. combats récents quand il était déjà au top de sa forme. Et donc, savoir analyser Volkanovski sur, tiens, dans quelle situation il s'est surprendre. Il s'est déjà fait surprendre par un high kick de Max Holloway, qui n'est pas spécialement connu pour ses high kicks. Donc, ce genre d'ouverture est potentiellement là. Mhm, Et mhm. c'est ça qui m'intrigue vraiment dans ce combat. Et c'est ça, ce genre de doute, qui me donne envie de donner plus que 20% de chance Ouais, à Yair Rodriguez. ouais, j'entends tout à fait ce truc-là. Je suis entièrement d'accord hein, sur l'aspect game plan. Il faut que Yair soit plus investi sur de la technique et moins sur la direction du combat. Ouais. Et Volca inversement. Donc, tu vois. Par contre, sur la direction du combat, Yair, on n'en a pas parlé, mais j'espère ne pas le voir accepter de se faire mettre dos au sol, tu vois. Ouais. Euh, Parce que même s'il est très bon dos au sol, je pense que Volca va pas se faire surprendre. Mm. Il va pas se faire surprendre par des contrôles de poignet, par des guillotines, par des trucs, par des machins. Euh, pour moi, il doit travailler à se relever. Il doit aller à la cage, ouvrir les poignets, sortir. Et ça, j'aimerais vraiment, en tout cas sur l'approche, j'aimerais vraiment le voir comme ça, quoi. Ouais. Et puis pareil dans l'approche, être capable de chercher le contre en reculant, aspirer, et puis de temps en temps travailler un petit peu en pression et déplacer peut-être sur les côtés, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, j'aime beaucoup le déplacer sur le côté parce que pour moi, et ça va de pair avec ne pas accepter d'être sur son dos, c'est aussi pas trop accepter la pression, chose qu'il a tendance à faire de temps en temps. hmm, Parce que pour moi, l'approche stratégique de Volkanovski, ça va justement vouloir le mettre sur son pied arrière, parce que par défaut, un hmm, kicker, tu hmm, veux le hmm. mettre sur son pied arrière. Tu as envie aussi de kicker le kicker, hein, c'est quelque chose, encore une fois, c'est rare qu'on parle de Jack Slack, mais là, on va en parler deux fois. Jack Slack dit souvent, hein, il faut pas avoir peur de kicker un kicker, ça fonctionne très bien. Mhm. D'ailleurs, grand exemple, hein, Edson Barboza contre Justin Gaethje, c'est deux kickers, mais on s'attendait plus à ce que Edson Barboza soit plus performant avec ses kicks, mais il s'est complètement fait il a éteindre par Justin Gaethje parce que Justin Gaethje a pas hésité à lui-même envoyer ses propres kicks. Mhm, mhm. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, et je pense aussi que voilà,
même si Yair Rodriguez a évolué de dingue depuis son combat contre Frankie Edgar, ce que Frankie Edgar a fait, ça reste un blueprint et ça reste un blueprint qui est réalisable pour Volkanovski. Donc je pense que ouais, les mots-clés, c'est vraiment pression et lutte pour Volkanovski. Je pense que Volkanovski est capable de gagner debout, mais là où il a vraiment beaucoup plus de chance, c'est en l'amenant au sol et principalement en l'amenant au sol collé à la cage avec une petite demi-garde et frapper à Mm. partir de là, quoi. Écoute, je te rejoins à 100% hein, sur le game plan de Volka. Moi, j'aurais, voilà, c'est le blueprint, c'est vraiment Frankie Edgar, et qui gagne quand même au troisième round, Dr Stoppage, mais il lui a mis un œil. Enfin voilà, Ouais. hein, pour moi, c'est un technical knockout plutôt qu'un Dr Stoppage. Donc, ça veut dire qu'il pouvait plus combattre derrière. Et je pense que c'est clairement la stratégie que doit adopter Volkanovski et qu'il va adopter, je pense. Mhm. Euh, Enfin voilà, moi, il faut respecter les kicks, il faut respecter la vitesse de Yair, et même si, enfin, purée, s'il garde ce combat debout et qu'il l'emporte debout, je trouve ça couillu, tu vois. Ouais, Culotté, couillu et incroyable. Parce que et incroyable, ouais. Même Max Holloway a dû faire appel à sa lutte, hein. Ouais, ouais, Enfin, ouais, donc, je ah dis oui, même c'est Max Holloway, clair. Non, c'est pas que Volkanovski a quoi que ce soit envié à Holloway puisqu'il l'a battu 3 fois, mm. mais le fait que Max Holloway, qui gagne tous ses combats debout, a dû faire appel à sa lutte, Exactement. Ouais. ça en dit long, ça en dit très long. Ça en dit long. Donc je pense clairement que Volca, comme tu dis, doit arriver avec un petit panel technique qui soit adapté à Yair, Mhm. 30%, mais que 70% c'est la direction du combat. Euh, Mettre de la pression, pousser vers la cage, frapper, mettre au sol, travailler, grand and pound, euh, chercher peut-être le dos, tu vois, enfin, frustré tout le temps. On va avoir un Yair qui va chercher à décaler ses hanches, à se replacer, à contrôler. Il frappe, il rentre dedans, il frappe, il rentre dedans. Et sans interruption, tu vois, jusqu'à le fatiguer, quoi. Ouais. Fatigué. Et puis alors, peut-être qu'à partir de un ou deux rounds où il l'aura réellement épuisé au sol, on pourrait le voir redérouler debout aussi, tu vois, Ouais, Volca. ouais, Mais tout à fait. tu sais, quand t'as un chemin vers la victoire comme ça, je pense pas qu'il va prendre à ce risque-là, tu vois. Mais et c'est là où je suis complètement d'accord avec le fait que Volkanovski soit donné grand favori, ou en tout cas je peux l'entendre. Mm, Au-delà de ses compétences qu'on a déjà, enfin on a déjà fait une sacrée éloge des compétences de Volkanovski, il a une grande intelligence, il a une grande discipline, et donc on s'attend à ce qu'il vienne avec le game plan et qu'il soit capable en plus mm, de mm, l'implémenter. Et c'est pour ça que c'est difficile de voir Volkanovski mm, 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 se rapprocher d'un 50-50 sur des cotes de Paris, quoi. C'est parce que il a vraiment tout pour pouvoir gagner ses combats dans la gestion, et même avec un peu de violence à certains moments, comme il a fait contre Korean Zombie. Quand il trouve ce chemin vers la victoire et ce chemin est très clair, il va foncer dedans. Et ici, je pense clairement que Volkanovski alors, euh, Yair Rodriguez a prouvé une grande durabilité sur ses derniers combats, mais je pense tout de même que Volkanovski a aussi prouvé une grande capacité à de la violence, mm. même j'irais même contre Ortega. Si l'arbitre avait arrêté dans la fin du quatrième, personne n'aurait été choqué, quoi. Donc, eh ben, on va peut-être. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur les game plans, ou on passe au pronostic parce que ça va être. Non, moi c'est bon. Ok. Bon, Pronostic, ben, tout let's d'abord, go. j'ai absolument kiffé ce podcast. J'ai kiffé la direction que ça a pris, les discussions que ça a déclenché, les parenthèses et tout ce qui s'ensuit. La partie pronostic, je l'ai absolument pas préparée. J'arrive pas à me mettre d'accord. Honnêtement, je peux voir Yair Rodriguez complètement surprendre et trouver son avantage, mais étant donné que c'est moins probable qu'une victoire de Volkanovski, je vais me diriger vers une victoire de Volkanovski. Et pour l'instant, je suis dans une guerre avec moi-même sur est-ce que Yair Rodriguez sera durable au point de tenir jusqu'à la décision, ou est-ce qu'à un moment l'arbitre en aura trop vu et va stopper sur du ground and pound un peu qui devient parce que je vois vraiment Volkanovski à un moment, c'est commencer par dominer de manière simplement avec du ground and pound, bah, classique, on va dire, et puis à un moment complètement s'énerver comme il l'a fait contre Ortega et forcer l'arbitre Mm, mm, à mm. arrêter parce qu'il n'y a plus de défense du côté de Yair. Et ouais, je pense plutôt ce deuxième scénario. Donc j'ai donné un Volkanovski par finish. Quatrième round.
Tu Ouais, rigoles ouais, parce que t'as le même ou? exactement. Euh, Oui, bah alors moi mon pronostic c'est Volca qui l'emporte par Grand End Pound ou étranglement arrière. Troisième ou quatrième round. Fin du troisième ou dans le quatrième, tu vois. Et ta préférence? Euh, Écoute, moi je vois. Pour être honnête, Ouais. euh, en fait, à la toute base, je m'étais dit ma préférence, je m'en fiche parce que ensuite t'as Topuria qui combat contre Yair ou Volca. Et puis Clément et Fred, ils parlaient, ils disaient ouais, mais t'as pas peur que si Yair l'emporte, eh bien il y ait une revanche entre Yair et Volca et que ce combat se fasse pas tout de suite, tu vois. Ah. Donc ma préférence. Ma préférence pour le futur, hein, j'aimerais voir Volkanovski l'emporter, se battre après contre Topuria. Et puis après, voilà. Par contre, si Volka l'emporte contre Topuria, je veux le voir challenger à 70 kilos Makachev, tu vois, mais faire une vraie Ouais. montée, tu vois. Ouais, c'est Faire une ça. vraie montée et petite. Et peut-être nettoyer la KT en septembre, tu vois, peut-être pas juste dire allez je viens pour pour Makachev et tout, tu vois, vraiment, enfin on Mhm. verra, tu vois. Bah, c'est ça. En fait, moi, ce que je, comment exprimer ça? C'est un choix très difficile. Si Volkanovski nettoie les featherweights, de faire une vraie montée en lightweight, pour moi, ça signifie je fais une montée en lightweight et je regarde plus en arrière, je regarde plus les Oui, featherweights. Donc, je lâche exactement, ma ceinture. Mais tu exactement. vois, quand t'es champion, que tu vas challenger le champion de la KT d'au-dessus, t'as plus de ceinture si tu perds. Tu vois, t'es plus un champion dans aucune KT. Alors, tu peux encore te dire bon bah je relâche lightweight et je redescends en bas. Mais Et il va ouais, falloir faire un choix, hein. Il va falloir que s'il veut monter à 70 kilos, il va falloir qu'il mange un peu plus de viande, tu vois. ouais, non, moi je pense clairement que si Volkanovski veut cette ceinture en 70, c'est une vraie montée qu'il doit faire. C'est une Hum. montée avec intention d'y rester. C'est pas Ouais, une montée avec intention de continuer à défendre sa ceinture ouais, ouais. en Et featherweight. puis, C'est vraiment hum. difficile d'être champ. Ouais, non. Dans les deux plus grosses divisions, allez, deux des trois plus grosses divisions, on va dire. Je pense que ça se joue Ouais, en tout. Et entre puis, BOE, featherweight et lightweight. d'y rester champion, tu vois. Tu peux être double champion à une période donnée parce que t'as surpris le champion de ta KT, tu montes et puis bah, c'est pas un champion qui est enfin incontesté, qui est pas ultra dominant, tu vois. Mhm. Euh, et l'emporter, mais deux fois double champ comme ça. Et c'est pour ça que par exemple John Jones, moi ce que j'ai aimé, même si ça a mis du temps, c'est qu'il a fait une vraie montée, parce qu'au-delà de faire du muscle, il faut l'oxygéner ce muscle-là, tu vois. Mhm. Donc t'as pas qu'une prise de masse à faire, hein. Au niveau de ta VO2 max, au niveau de ton volume pulmonaire et cardiaque, il faut augmenter et nourrir tout ça, hein. Ouais. Donc, ça demande du temps, quoi. Pour moi, il faut plusieurs mois, peut-être un ou deux combats qui permettent de chauffer et tout. Mm. Et puis le corps, ça aime l'homéostasie, donc une montée, il faut la tenir derrière, hein. Et en fait, comme Si maintenant que tu tu... parles de ça, euh, le fait que Volkanovski vienne de monter en lightweight et revienne en featherweight, il sera peut-être un peu plus physique qu'avant. Et par rapport à la stratégie qu'on pense pour lui, ça peut encore plus l'aider. Peut-être, oui. Ça peut lui donner 3-4% de chance. Enfin, tu vois, Ouais, c'est pas faux. ça peut faire un tout petit peu pencher. Enfin, c'est un petit détail, mais comme on le dit souvent, le MMA, ça se joue Hmm. sur des détails. Donc Euh, ça c'est ma préférence. Après, comme d'hab, hein, si Yair on nous fait... Enfin voilà, on est fan de stratégie, fan de sport, mais fan aussi de spectacle et de violence, tu vois. ouais, S'il trouve les ouvertures, ouais, je kifferais forcément. Forcément, hein, on est là pour le kiff aussi, quoi. Donc ça me ouais, plairait bien. Avec une revanche, ouais. Une revanche qui pourrait me plaire aussi, mais je pense qu'on sera exactement sur la même dynamique, tu vois. ouais. Ouais, sur la préférence, ouais, historiquement, je suis un peu plus un grand fan de Volkanovski que de Yair. Mm. J'aime beaucoup Yair, mais autant sur l'aspect, voilà, j'ai une petite attache pour Volkanovski, donc j'ai envie de continuer à le voir gagner. Et sur la suite aussi, je préfère, j'ai ouais, j'ai pas envie que la catégorie soit bloquée
On a maintenant Ilia Topuria qui vient de se positionner comme futur contender. On a Max Holloway qui va probablement gagner contre Corinne Zombie et qui va de nouveau devoir demander un titre. Et j'aimerais bien voir justement ce Volkanovski peut-être quitter cette catégorie après avoir potentiellement battu Yair et Ilia, parce que dans ce cas-là, on peut dire qu'il a fait le grand nettoyage. Dans ce Ouais. cas-là, il repart en haut et on a peut-être un Max Holloway qui recombat pour une ceinture contre Ilia ou dans un rematch contre Yair qui serait spectaculaire. Ah, voilà, il y a beaucoup dans ces Plein de catégories à scénarios. très haut niveau, tous les scénarios sont incroyables en fait. Ouais, voilà, Donc ma clairement. préférence, elle est pas ultra marquée. Si Yair Mm. gagne, je serais effectivement très satisfait aussi. J'aurais hâte de voir la suite pour tout le monde aussi. Mm, mm, Et donc on est dans une situation un peu win-win et lose-lose. On n'a pas envie de voir l'un comme l'autre perdre parce on s'attache un peu aux deux, mais ça nous ferait plaisir que l'un comme l'autre gagne aussi. Bon, en tout cas, c'est mm. ma Ouais, vision. Donc c'est un combat que je vais apprécier juste en tant que fan semi-neutre, on va dire. ouais, Et j'aime ouais, bien bah, cette approche. clairement, clairement. Moi, c'est l'approche que j'essaye d'avoir, tu vois, aussi. Comme ça, je suis sûr de kiffer un peu tous les combats, pas trop être déçu. Ouais. Ouais. Eh ben, eh ben là, on a fait le tour, hein. Ouais, je pense bien, hein. Les amis, merci d'avoir suivi. Comme d'habitude, j'ai oublié de le faire plus tôt dans le podcast. Le petit like, le commentaire avec vos avis, vos pronostics, vos avis sur ce qu'on a dit. Rebondissez, hésitez vraiment pas. Mhm. Euh, S'abonner si c'est pas encore le cas, hein, il est vraiment temps. Mettre même la cloche des notifications pour être les premiers à voir nos vidéos. Et Ouais. Brian, je te remercie pour ton temps, ta préparation, ton expertise. Comme Mais toujours, c'est un vrai plaisir. merci à toi, Chris, pour l'invite. C'est toujours un plaisir de partager ça avec toi et puis avec vous, les auditeurs. Et je te dis à bientôt, quoi, hein, très vite et à Et tout le monde aussi. ouais, tu pars quand à Berlin pour le PFL? Demain après-midi. Ça va. Bon, bah, bon voyage et on se voit samedi du coup. Ça va, à samedi, hein, ciao. Ciao, ciao.